Bien, donc là on est arrivé au point où on peut donner un certain nombre de propriétés, dont certaines on a déjà vues, de sous-espaces vecteurs qui sont engendrés soit par une famille, soit par un ensemble ou une partie. Alors première propriété, elle vous dit que chaque fois que vous allez prendre une partie de E, alors F, cette partie-là, est inclus dans l'espace vectoriel qu'elle engendre. Ben, c'est normal puisque justement, alors ça c'est vect de f. On a déjà vu que c'était quoi? Que vect de f était exactement le plus petit sous-espace vectoriel qui contient f. De même, quel que soit f inclus dans E, f est égal à l'espace vectoriel engendré par lui-même, par ce f-là. Ben ce truc-là, c'est équivalent en fait à dire que f est un sous-espace vectoriel. Donc si vous avez un sous-espace vectoriel, ce n'est pas la peine de regarder le vect de cet sous-espace vectoriel puisque c'est lui-même. Voilà. Donc c'est le plus petit sous-espace vectoriel qui contient lui-même. Alors, deuxième propriété, il vous dit que pour toute partie inclue dans E, eh bien, vect de f, c'est-à-dire si vous prenez l'espace vectoriel engendré par f, et puis vous prenez l'espace vectoriel engendré par cet espace vectoriel-là, eh bien, c'est lui-même, enfin c'est le premier espace vectoriel engendré par f. Donc vous pouvez répéter cette opération autant de fois que vous voulez, vous allez toujours tomber sur vect de f. La troisième propriété vous dit que si vous prenez G comme étant un sous-espace vectoriel de E, et F une partie de E. Alors, F est inclus dans G est équivalent en fait que vect de F est inclus dans G. C'est normal, puisque F est une partie de E. S'il est inclus dans un sous-espace vectoriel, G est un sous-espace vectoriel, s'il est inclus dans un sous-espace vectoriel, vect de f, comme il est le plus petit sous-espace vectoriel qui contient f, forcément il est inclus dans ce sous-espace vectoriel G qui est beaucoup plus grand que le plus petit sous-espace vectoriel qui contient la partie f. La quatrième propriété vous dit que si vous prenez deux parties A et B inclus dans E, eh bien A inclus dans B va impliquer automatiquement que l'espace vectoriel engendré par A est inclus dans l'espace vectoriel engendré par B. Alors cette propriété-là est assez importante et on l'utilisera assez souvent ainsi que la propriété 5 dans beaucoup d'exercices. La cinquième propriété, elle est aussi simple mais très importante. Elle dit que l'espace vectoriel engendré par la réunion de deux parties, eh bien ce n'est pas la réunion des deux vects engendrés respectivement par A et B, bien entendu, puisque ce n'est pas forcément un espace vectoriel, vous l'avez déjà vu, mais c'est plutôt égal à la somme des sous-espaces vectoriels engendrés par A et du sous-espace vectoriel engendré par B. Alors ces petites propriétés-là, même si elles sont très importantes, mais elles sont très très faciles à démontrer. Donc ce que je vous suggère, c'est de les faire à la maison. Donc vous pouvez même faire maintenant. Donc faisons une pause à faire en exo. C'est un très très bon exercice qui ne présente vraiment aucune difficulté. Si vous trouvez une difficulté, vous n'avez qu'à m'écrire en commentaire dans le Classroom ou bien par mail. Très bien, donc on va passer à autre chose maintenant. Eh bien là, on démarre avec les familles libres ou bien familles liées. Alors on dit famille libre ou bien famille indépendante, famille liée ou bien collinaire. Alors première définition, c'est étant donné un cas espace vectoriel, alors U et V, deux vecteurs de E. Alors on dit que U et V sont liés ou bien collinéaires, si et seulement si quoi? Eh bien si et seulement si, donc il existe lambda bêta appartenant à K, tel que eh bien, lambda U plus bêta V égale 0. C'est aussi équivalent à il existe un gamma appartenant à K, c'est la même chose. Parce que vous pouvez écrire U en fonction de V ou bien V en fonction de U. Il existe un gamma appartenant à K tel que eh bien,
U s'écrivent comme un gamma fois V, ce qui est équivalent aussi à dire qu'il existe un alpha appartenant à K, tel que c'est V qui s'écrit comme alpha fois U. Bien. Alors donc ça c'est la définition de famille liée ou bien de vecteurs liés. Bien entendu, donc ça se généralise à toute une famille. Définition se généralise à une famille UI1 jusqu'à UM par exemple. Donc vous allez dire que cette famille-là est liée s'il existe des coefficients tels que l'équation donc lambda 1 U1 plus lambda n UN une solution comme ça avec les lambda i non tous nuls. D'accord? Donc ici, il faut préciser, voilà, donc il existe lambda et bêta qui ne sont pas tous nuls. Pas tous nuls. Donc, telle que cette équation est justement peut être vérifiée. Ici, le gamma doit être non nul aussi, pour que U soit collinéaire à V. Et là aussi, l'alpha doit être non nul. Bien entendu, alors donc la définition aussi se généralise. Donc les lambda i ici, non tous nuls. Les lambda i avec les lambda i, non tous nuls. Autrement dit, donc une famille donc U1 jusqu'à UM est lié, pardon, si et seulement si. Vous pouvez écrire donc un J, donc un certain, existe au moins un J0, tel que UJ0. Il va s'écrire en fonction de tous les autres. Et ça veut dire qu'il appartient au vecteur de tout le reste, donc des UI, I compris entre 1 et M, et I, bien sûr, différent de J0. Mais sinon, il appartient toujours à ce vecteur-là. Très bien. Maintenant, une famille est dite libre ou bien indépendante. Donc, définition. Une famille donc U1 jusqu'à UM, on le fait directement avec M vecteur, est dite libre si et seulement si il n'existe justement aucune combinaison de lambda i, de ces UI-là, avec des lambda i non tous nuls, qui annule justement cette combinaison-là. Si et seulement si, donc à chaque fois qu'on prend donc une combinaison linéaire qui va être égale au 0 de E, ça implique forcément que tous les lambda i doivent forcément être égaux à 0. Alors dans le cas contraire, eh bien qu'est-ce qu'on dit? On dit que donc la famille est liée, bien sûr. On dit aussi ou linéairement dépendante.
Alors que là, on dit linéairement indépendant.